Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission dédiée à la découverte du patrimoine culturel et artistique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'explorer le musée national, un endroit riche en histoire, en culture et en trésors. Préparez-vous à voyager sans quitter votre fauteuil et à vivre des expériences inoubliables. C'est parti pour une évasion touristique. Suivez-moi. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et chez vous? Ça va bien. Alors, donc, je me nomme Ouattara Oumar. Je suis animateur au musée national. Voilà. Donc, je m'avais vous montrer l'exposition atypique que Sabou Kwanda, qui n'est pas un artiste à montrer, il a fait ses expériences à l'international et il continue dans ses aventures. Donc, cette exposition, il a monté en collaboration avec le musée national pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité qui sont engagées pour la lutte contre le terrorisme depuis une dizaine d'années. Et la première ligne, ce sont des forces de défense et de sécurité au combat, dont plusieurs positions ont été mises en exergue. Donc sur la première ligne, donc, nous avons un force de défense et de sécurité qui est en position debout, celui qui suit en position couchée, genoux fléchis, et une autre position, et à l'extrême, nous avons un sniper. Et le sniper, ce sont des tireurs d'élite qui ont des armes qui sont munies d'un appareil spécifique qui permet de bien de régler et tirer la cible avec précision. Et ce qu'il faut noter, les forces de défense et de sécurité ne sont pas les seules engagées pour la lutte. Au Burkina Faso, nous avons les VDP qui sont engagés pour la lutte, qui accompagnent les forces de défense et de sécurité pour la lutte. Voilà, eux, ils sont des civils. Et Thomas Sankara l'a déjà dit dans le passé, un militaire est un civil en mission et un civil est un militaire en réserve. Donc, c'est que chacun de nous, à tout moment, peut être sollicité par le gouvernement s'il trouve que c'est nécessaire. Et ils vont prendre les tests nécessaires et donner en tout cas les BABA et chacun peut être utile pour la nation. Donc nous avons l'exemple des VDP qui ont été recrutés, qui ont suivi 3 mois de formation et ils accompagnent les forces de défense et de sécurité pour la lutte contre le terrorisme que nous connaissons. Et ce qu'il faut noter, plusieurs moyens sont utilisés pour ces luttes-là. Nous avons les moyens roulants, donc en commençant par le vélo, que les VDP peuvent utiliser. Vous avez les motos, vous avez les pick-up et vous avez également les hélicoptères qui sont utilisés également pour cette lutte. Voilà un peu. Et ce qu'il faut noter, la communication compte très beaucoup pour la lutte contre le terrorisme. Voilà, donc nous avons des journalistes également qui ont leur rôle, que nous allons voir également un journaliste à la tâche. Comme je l'ai dit, voilà. Il faut que la population sache ce qui se passe sur le terrain. Donc, vous avez des journalistes qui font ce travail-là. Donc, à un moment donné, on avait commencé à voir sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à donner des informations qui ne sont pas vraies. Les forces de défense font ça, ils ne sont pas engagés pour la lutte, ils font de n'importe quoi. Et pourtant, il y a des journalistes qui vont sur le terrain avec les soldats et ils filment également les actions qui se passent. Donc, vous avez l'exemple de l'Iradan Philippe Ada, qui font du journalisme de guerre. Il va filmer, en tout cas faire des documentaires et on fait passer lors des émissions spéciales. Donc ça permet à la population d'être au même niveau d'information. Et si vous entendez qu'un de vos connaissants tombe, ça vous fait moins mal parce que vous savez, c'est sur le champ de bataille qu'il est tombé. Voilà un peu le rôle des journalistes. Et ce qu'il faut noter, il y a une communication spécifique qui se passe entre forces de défense et de sécurité, que eux seuls détiennent les secrets de cette communication. Donc vous avez cette dame, elle tient des jumelles. Et les jumelles, c'est un appareil spécifique qui permet d'observer l'ennemi de très loin afin de pouvoir développer la stratégie nécessaire afin de pouvoir les mettre hors d'état de nuire. Voilà, donc, et là, ce qu'il faut noter également, vous avez les femmes également qui sont des soldats, donc eux aussi, ils accompagnent, en tout cas, dans la lutte. Et j'ai parlé d'une communication spécifique qui se passe entre forces de défense et de sécurité. Donc, vous avez par exemple, vous avez des appareils qu'eux là, ils tiennent, donc c'est par code qu'ils peuvent communiquer pour pouvoir se donner des informations, quelle est la stratégie de lutte qu'il faut utiliser, également pour pouvoir éviter la perfidie. Parce que vous pouvez trouver que des gens, des ennemis, qui peuvent avoir les tenues des soldats, et ils vont les porter, aller se confondre à eux. Comme on sait que les soldats, il ne faut pas forcer que tout le monde se connaisse. Donc les gens peuvent
profiter de cette stratégie, se mélanger et à un moment donné, ils vont se retourner contre eux pour faire plus de victimes. Voilà, donc ces codes permettent en tout cas d'éviter ces genres de choses, puisque c'est ceux qui sont dans le c'est eux qui connaissent ces codes-là. Donc dès que quelqu'un dit, on sait que lui, il est de. Et ce qu'il faut noter également, il peut arriver qu'un de nos soldats soit atteint par une balle. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'amener à la base. Et la base, c'est là où on peut se replier, faire le repli stratégique afin de pouvoir trouver encore d'autres moyens pour pouvoir engager puis mettre l'ennemi de très loin. Donc, ceux qui sont blessés, on les amène à la base et on leur donne tout ce qui est nécessaire, les soins. Et si ça nécessite une prise en charge particulière, voilà, donc il faut également lui donner ses soins. Donc, souvent, il faut les transporter dans les centres de santé qui sied bien afin de pouvoir, en tout cas, les soigner. Donc, ce qu'il faut noter également, il peut arriver qu'une balle assassine atteint un de nos soldats. Mais l'objectif principal n'est pas de montrer, de ne pas parler de la mort, mais c'est de parler également, c'est l'hommage qu'on doit leur rendre pour ceux qui sont tombés sur les champs de combat. Parce que on le sait bien, quand un soldat est engagé, il part au front, il a toujours toutes les options, il sait, il peut revenir comme il peut ne pas revenir. Voilà. Mais maintenant, l'objectif est de parler de l'hommage qu'on doit leur rendre. Et le plus grand hommage rendu à un soldat qui est tombé sur le champ de bataille est de gagner cette guerre-là. Voilà. Donc nous pensons que cette guerre également, ça a une fin et nous avons des prémices de ça. Donc il y a une dame qui nous annonce déjà la paix. Et quand on parle de la paix, donc ce que nous luttons, c'est déjà fini. Voilà. Donc elle nous parle déjà de cette victoire. Voilà. Donc quand on parle de la paix, c'est la victoire. Donc elle a son bébé au dos, donc elle nous parle de la paix. Voilà, donc, puisque la colombe signifie la paix. Donc ce qui veut dire le terrorisme, on a fini avec, c'est la paix qui règne dans nos différentes régions. Voilà. Et ce qu'il faut noter, le Burkina Faso n'est pas le seul pays qui est engagé dans cette lutte-là. Voilà. Donc il y a d'autres pays, nous allons parler des pays de l'AES, parce que le Burkina Faso est dans l'AES, voilà, donc où les pays de l'AES, vous avez le Burkina, le Niger et le Mali. Voilà. Donc la paix pour tous les pays de l'AES. Et nous partons pour une vision globale pour l'Afrique entière. Donc il y a une œuvre également qui a été faite pour nous parler de ça. La paix pour toute l'Afrique entière. Voilà. Donc vous avez la carte de l'Afrique qui est peinte en blanc. Donc ça dit la paix pour toute l'Afrique entière. Et pour gagner une guerre, il faut que tout le monde regarde dans la même direction. Voilà. Donc nous avons les chefs traditionnels qui ont la même vision que nos autorités. Voilà, que nos autorités. Et quand on parle de chefs traditionnels, il faut voir de façon globale toute la population. Voilà, donc voilà un peu de façon résumée le contenu de cette exposition. Mais pour gagner une guerre, il faut qu'il y ait un leader. Et le leader, c'est celui qui sait galvaniser, c'est celui qui sait en tout cas donner ce qu'il faut pour pouvoir, les moyens pour pouvoir aller au front. Et c'est celui qui sait encourager. Et nous pensons que cette personne, il a déjà annoncé le thème même de cette exposition, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et le soldat qui a le point levé, nous pensons que c'est ce soldat qui est le leader. Voilà. Voilà. Donc, le voici. Voilà. Et cette personne, nous pensons que c'est le président du Faso, voilà, donc, la personne d'Ibrahim Traoré, voilà, donc, en tout cas, qui a su galvaniser et qui a su, en tout cas, tout le monde, et les engager également à soutenir les forces de défense et de sécurité. Donc voilà un peu de façon globale. D'accord, voilà. Donc ces expositions sont en un lien avec le contexte actuel du pays. Oui, ça a un lien avec le contexte du pays. Et l'objectif même du concepteur de cette exposition, c'est rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. Et chaque œuvre représente un agent de sécurité, en quelque sorte. Voilà. D'accord. Bon, je remarque que sur chaque œuvre, il a utilisé des pièces de vélo, par exemple les chaînes. Bon, qu'est-ce que cela renvoie à quoi? Bon, l'artiste en tant que tel, c'est un artiste plasticien qui fait de la récupération. Et la ferraille qui a été jetée dans la poubelle, il va prendre, quel que soit le type de ferraille, il va prendre les associés pour créer l'œuvre qu'il veut. Et spécialement pour cette exposition, c'est les forces de défense et de sécurité qu'il a essayé de créer comme ça. Et chaque force de défense et de sécurité tient des armes, l'arme nécessaire. Voilà, donc vous voyez. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc vous avez les réserves, beaucoup, c'est les réserves des motos qu'il a utilisées, qui sont utilisées comme les troncs, voilà,
de ces hommes. Et maintenant, autre type de ferraille, vous avez l'échappement des motos, tout qu'il a essayé d'associer pour créer un humain. Voilà. Et vous avez les armes également, ce sont de la ferraille également qu'il a associé. Bien vrai que vous avez les casques également qu'ils ont utilisés, comme les soldats, pour essayer de matérialiser l'œuvre, pour refléter réellement l'image d'un soldat. Voilà. Voilà. Voilà un peu. D'accord, on peut poursuivre. Voilà, donc nous allons continuer pour le circuit du musée national. Et comme je l'ai dit, l'artiste, il n'est pas, cette fois-ci c'est les soldats, mais il a d'autres types d'œuvres également qu'il produit. Donc vous avez par exemple l'œuvre en question où on a introduit, oui. L'œuvre est de l'artiste. Mais là, c'est les wayans qu'il a essayé de matérialiser. Et quand on parle de wayans, ce n'est pas à montrer, c'est à mourir. Oui. Voilà, donc ça veut dire sortez. Et quand on dit sortez, c'est le rassemblement des gens qui le sont pour une cause commune. Et la cause commune, c'est l'union. Donc s'unir pour une cause noble. Donc vous voyez sur le cheval, qui est l'emblème du pays. Voilà, donc vous avez toutes les couches sociales qui sont sur le cheval. Voilà, donc vous avez les enfants, bon, quand on va parler des élèves, des étudiants, les travailleurs, les cultivateurs, toutes les couches sociales est sur l'œuvre. Donc ce que je dis, c'est tous les Burkinabés qui se sont réunis ici. Et vous avez des mains qui sont sortis pour attraper la carte. Oui. Donc ce que je dis, l'union fait la force. Quand on a uni pour une cause, on peut atteindre l'objectif visé. Voilà, donc l'union fait la force. L'union des Burkinabés peut nous permettre de réussir toutes les prouesses. Tout ce qui s'impose à nous peut nous permettre de réussir. Voilà, voilà un peu. Voilà. Donc c'est le thème dont l'œuvre est du même artiste, Sabou Kwanda. Donc nous allons continuer dans les habitats du Faso. Et les habitats du Faso, ce qu'il faut noter, c'est la manière que nous construisons au Burkina Faso que nous avons voulu reproduire. Voilà, donc, et au Burkina Faso, nous avons une soixantaine d'ethnies. Et la soixantaine d'ethnies est organisée en communautés ou en groupes ethnoculturels. Et si nous prenons un groupe ethnoculturel, voilà, donc vous allez trouver plusieurs ethnies qui le composent. Voilà, et nous avons au total là, 9 communautés. Donc en principe, on devrait découvrir 9 habitats. Voilà. Mais compte tenu de certaines situations, voilà, donc nous avons construit 2 habitats pour une communauté. Voilà, donc là, nous allons découvrir 10 habitats au total. Et les 10 habitats en matière de toit vont se résumer en 2 types. Donc nous aurons des habitats où le toit est en paille et nous aurons des habitats où le toit est en terrasse. Et en ce qui concerne les habitats où le toit est en terrasse, vous allez remarquer, c'est la même chose, c'est les mêmes détails pour chaque habitat. Voilà. Donc, puisque vous allez trouver la forme de la maison peut changer d'une communauté à une autre, mais le principe de base reste la même chose. Donc, c'est-à-dire pour chaque habitat, si c'est en terrasse, vous allez trouver c'est les mêmes détails. Donc, ici, nous avons la carte où nous avons les différentes communautés que j'ai déjà citées. Donc, j'ai parlé de 9 communautés. Donc, vous avez les Peuls, les Mossi, les Gourmatiers, les Bissa, les Gourounsi, les Bobo, les Sénoufo, le Ramo Lobi. Donc, ce que vous dites, les 2 couleurs là sont ensemble, c'est la même communauté. Et aussi, vous avez le groupe Mandé. Voilà. Mais j'ai dit, il y a une communauté, on a scindé. Par exemple, ici, les Samo et les Marca, on a scindé, on a fait des habitats séparément. Sinon, en principe, ça devrait être une seule maison, un seul habitat, et les 2, ça sera la même couleur. Voilà un peu de façon globale. Voilà. Et je disais également, nous avons une soixantaine d'ethnies au Burkina Faso. La soixantaine d'ethnies organisées en communauté. Donc, ça dit, si vous prenez la communauté Moussi, il y a environ une quinzaine de dialectes parlés à l'intérieur. Si vous prenez les Peuls, nous avons environ 6 à 7. Si nous prenons les Bobos, nous avons 3 dialectes parlés, 3 ethnies. Si nous prenons les Sénoufos, nous avons 25 à 30 dialectes parlés. Le Ramo Lobi, nous avons 8 à 9 dialectes parlés. Les Gouroussi, nous avons environ 6 à 7 et ainsi de suite. Donc voilà un peu de façon globale ce que nous allons découvrir. Nous allons rentrer pour la découverte des habitats. Donc, et nous pouvons prendre n'importe quel sens. Hein. Voilà, donc nous allons choisir la droite. Ok. Donc, ici, nous sommes au niveau du premier habitat, l'habitat Marca ou Dafi. Les Marcas sont appelés encore les Dafi. Et au niveau de la carte, je vous avais dit que les Samo et les Marcas sont de la même communauté. Alors, donc, en principe, on devrait avoir une seule maison pour eux. Et j'ai parlé de 2 types de toits également. Donc,
et nous sommes en face d'un toit en terrasse ou en dalle. Et en ce qui concerne ces types de toits, il faut dire que c'est le bois qui est la matière première. Donc c'est le bois qu'on va aligner serré. On ne laisse même pas d'espace jusqu'à prendre toute la surface de la maison. Et la terre est fait monter en dernier ressort sur ce bois-là. Et cette terre-là est bien compactée. Et on travaille à ce qu'il y ait une très bonne étanchéité. Quand il pleut, l'eau est dirigée dans le sens de l'étanchéité et aucune goutte d'eau ne va rester au-dessus de la maison. Donc l'eau n'aura pas le temps de s'infiltrer pour rentrer. Et l'expérience a montré, les habitats faits de cette façon ont une espérance de vie très longue. Nous avons l'exemple de la vieille mosquée de Dioulasoba qui a été construite depuis les années 1892 et la même mosquée est toujours là. Donc ça fait autour de 133 ans que la mosquée a été construite, mais ça est toujours là. Donc c'est une preuve palpable qui montre que les habitats faits de cette façon ont une espérance de vie très longue. Donc voilà un peu. Voilà, donc nous allons continuer pour la découverte d'un nouveau habitat. Voilà. Voilà, donc au suivant, nous avons l'habitat Sénoufo. Et j'ai parlé de deux types de toits. Voilà, donc ici nous allons découvrir un toit en terrasse et un toit en paille. Voilà, un toit en paille. Et en ce qui concerne ces types de toits, il faut dire c'est la forme de la maison qui impose le type de toit. Voilà, donc ici nous avons la forme rectangulaire, mais nous remarquons que le toit a deux pentes. Et quand il pleut, l'eau est dirigée dans le sens de ces deux pentes et aucune goutte d'eau ne va rentrer à l'intérieur de la maison. Et si nous rentrons à l'intérieur, vous allez remarquer c'est la paille que nous allons voir. Au dehors également, c'est la paille qu'on va voir. Donc, c'est une épaisseur de paille qui a été cherchée qui permet d'empêcher l'eau de rentrer dans la maison. Donc, pour rentrer, au moins, on ne peut pas rentrer dans toutes les maisons, mais on peut se donner l'occasion de rentrer, au moins dans certains habitats, ceux qui sied bien. Voilà, donc vous regardez bien, je dis bien, à l'intérieur, vous voyez, c'est la paille que nous remarquons également. Et à l'intérieur des maisons, il faut dire, il y a un certain nombre de petits objets que vous pouvez trouver. Ça, par exemple, c'est la lampe traditionnelle. C'est la lampe traditionnelle qui fonctionne avec le beurre de karité. Voilà. Et on met le beurre de karité dans l'assiette, on plonge une mèche en cotodone à l'intérieur et on tire le bourre, on fait sortir hors de l'assiette. Et c'est sur ça qu'on va mettre le feu et l'huile va permettre de maintenir la flamme. Et c'est ça qui va permettre d'éclairer la maison. En principe, cette lampe fonctionne comme la bougie. Et vous voyez la bougie, c'est la manière que la bougie utilise la cire. Et le comburant ici, c'est le beurre de karité. Donc voilà un peu. Voilà. Ensuite, nous avons le grenier. Et le grenier, c'est utilisé pour conserver les céréales. Puisque les Burkinabés sont en majorité des cultivateurs. Et quand on cultive, après les récoltes, c'est dans un grenier qu'on va conserver. Et la famille va enlever un peu ces récoltes-là, consommer jusqu'à ce que le stock s'épuise. Donc que ce soit le maïs, le mil, le sorgho, les arachides, c'est dans un grenier qu'on va conserver. Voilà un peu. Voilà. Et ça, c'est grenier type Sénoufo. Et d'une communauté à une autre, l'asserture ne se présente pas forcément de la même façon. Donc chez les Sénoufo, c'est construit en terre, le toit est en paille. Peut-être ailleurs, ça sera autre chose. Donc nous allons continuer pour la découverte d'un nouveau habitat. Voilà. Et là, nous avons l'habitat Mossi. Et l'habitat Mossi, c'est une case ronde et le toit est en paille. Et en principe, comme je l'ai dit, c'est la forme de la maison qui impose la manière de faire le toit. Et ici, nous remarquons que le toit, quand il pleut, le toit tient compte de la forme de la maison. Et ici, quand il pleut, l'eau est dirigée dans le sens du toit et aucune goutte d'eau ne va rentrer à l'intérieur de la maison. Et exactement, c'est une épaisseur également qu'on a cherché. Voilà. Et au cours de la visite, vous allez remarquer que certaines communautés vont construire leur maison, ça sera une case ronde. Voilà. Mais seulement, c'est l'enduit qui va marquer la différence entre les communautés. Donc chez le Mossi, vous remarquez l'enduit est rugueux, c'est pas lisse. C'est pas lisse. Donc c'est rugueux. Donc peut-être c'est ça qui va marquer la différence entre les autres habitats. Également qui seront de la même forme. Et là, nous avons le grenier. Et le grenier, c'est chez les Mossi, tout le grenier est en paille. Bien vrai qu'il y a de la paille et le grenier est un peu, bon, et en ruine. Donc tout le grenier chez les Mossi est en paille. Voilà. Contrairement au Sénoufo, le grenier est construit en terre, le toit est en paille. Voilà. Mais maintenant, comme le grenier est petit,
Voilà, il y a certains aspects que nous n'allons pas bien observer. Sinon, le fond du grenier, la partie qui est construite chez les Sénéfos en terre, il faut dire que cette partie également existe chez les Mossi, mais cette partie est faite à partir de cette paille-là, le seco. Voilà, c'est le seco qui a été utilisé pour créer le fond du grenier. Voilà. Mais comme le grenier est petit, on n'arrive pas à percevoir ça bien. Voilà, voilà un peu. Et le toit est en paille ordinaire, comme les autres. Et nous revenons sur l'habitat. Donc, en ce qui concerne les cases rondes, il faut dire que le toit est confectionné en bas et on soulève, on dépose sur la maison comme un chapeau. C'est pour cela que vous n'allez pas trouver une case ronde qui est très spacieuse. Parce qu'il tient compte de ces paramètres-là. Donc, quand la maison sera trop grande, il faut dire que quand on va faire le toit, ça va prendre beaucoup de matériaux de toiture. Donc, ça sera trop lourd à soulever et déposer. Voilà. Également, on travaille à ce que la maison ne soit pas allée trop en hauteur. Parce que ce sont les mêmes réalités qu'ils vont vivre quand le toit sera confectionné. Également, à l'intérieur de chaque maison, vous avez des petits objets. Comme nous n'aurons pas l'occasion de rentrer dans les maisons, vous avez des objets utilitaires que vous allez trouver à l'intérieur de chaque maison. Voilà. Et ce qu'il faut noter, la majorité des objets utilisés, beaucoup étaient en poterie. Comme vous remarquez déjà, voilà, c'est-à-dire des jarres en poterie. Et certains également étaient en bois. Voilà, on va tailler le bois, faire ressortir la forme de l'objet qu'on veut. Par exemple, vous avez les tabourets. Et vous avez certains ustensiles également qu'on doit utiliser pour servir à manger. Beaucoup, certains étaient en bois également. Voilà, donc ce sont ces deux matériaux qui existaient. Et aujourd'hui, nous avons une panoplie de moyens, de matériaux utilisés pour fabriquer ce que nous avons besoin. Et là, nous avons un outil qui est utilisé pour écraser les céréales. C'est le moulin traditionnel, voilà, qu'on appelle la meule. Voilà. Et c'est un outil purement féminin. Là où la tradition est respectée, il faut dire un homme ne s'amuse pas dans ce milieu. Voilà. Et là où il y avait les hommes, il faut dire que la femme n'avait pas beaucoup de paroles. Sauf si c'est une question qui a été posée et elle va répondre. En ce moment, elle va parler. Sinon, elle ne parle plus. Donc, ce que je dis, elle peut emmagasiner beaucoup de choses dans son cœur. Donc, mais si elle se retrouve dans cet espace-là qui est dédié à elle, elle s'extériorise. Donc, c'est un milieu d'apprentissage, c'est un milieu de conseil, c'est un milieu également que les femmes peuvent s'extérioriser. Donc, ils peuvent critiquer leur mari là-bas. Voilà, sans gêne. Donc, et généralement, c'est dans les chansons qu'elle fait ressortir ces critiques-là. Voilà. Et s'il arrive que l'homme entend, il n'a pas le droit de s'énerver, il n'a pas le droit de prendre ça en compte pour régler des comptes après. C'est un milieu privilégié pour la femme. Mais l'homme a une leçon à apprendre. Et la leçon est que ma femme n'est pas contente de moi. C'est à lui de chercher des voies et moyens pour, en tout cas, comprendre la cause. Et s'il faut, en tout cas, s'excuser ou pour demander, en tout cas, un pardon, il va le faire. Mais il ne va pas venir poitrine bombée pour dire qu'au cas où il se culpabilise, il ne va pas venir poitrine bombée. Madame, je m'excuse. Non, non, non. C'est dans le comportement que la femme va savoir que ce sont des excuses voilées. Voilà. Par exemple, lorsque l'homme se met à faire des petits soins qu'il n'avait pas l'habitude de faire, la femme a déjà compris que ce sont des excuses voilées. Également, traditionnellement, bon, dans nos différents amours de culture, lorsqu'on tue un poulet, il y a quelques cas. Soit le poulet est malade, on a vu le poulet, ils vont le tuer, manger. Soit il y a un étranger de marque qui est arrivé, on va tuer un poulet pour lui pour bien l'accueillir. Soit c'est pour un sacrifice. Et s'il n'y a pas eu ça, et le chef de famille a pris un poulet, l'a tué, il l'a arrangé, il l'a donné à un enfant, il faut aller donner à maman, maman va préparer. Donc la femme a déjà une idée. Voilà, la femme a déjà compris le code. En fait, généralement, ce sont des excuses voilées comme ça. Donc, à l'époque, nos grands-parents avaient ces systèmes-là qui leur permettaient, en tout cas, de régler tous les conflits sans problème. Voilà, sans problème. Mais aujourd'hui, on a fait fi à tout ça et raison pour laquelle nous avons beaucoup de divorces que nous remarquons aujourd'hui. Donc, voilà un peu. Donc, la meule n'est pas seulement un outil pour se dire, mais c'est un outil de réconciliation, en quelque sorte, dans nos sociétés traditionnelles. Donc, voilà un peu. Est-ce qu'il y a des questions à poser par rapport à... Et ce que j'ai dit ici, la même chose est valable pour toutes les communautés. Parce que vous allez voir les meules un peu partout, voilà, mais c'est le même message. Et particulièrement chez les Mossi, vous allez trouver les meules sont alignés autour de la structure. Ici, il y a 5 femmes en famille, vous allez trouver 5 meules. S'il y a 10 femmes, vous allez trouver 10 meules. Et au cas où une femme n'existe pas en famille, donc sa meule est arrachée. Voilà, c'est bon? Oui, voilà, oui. Je crois que vous pouvez exercer, ou bien vous... Oui, je voilà, vais donc je pense que c'est un outil purement féminin. Et je crois que c'est... Voilà.
Mais j'ai l'impression que, par exemple, chez les autres ethnies là, c'est un peu lisse. Non, la meule même, c'est lisse. Toutes les meules, c'est comme ça. Mais maintenant, comme c'est une adaptation, bon, peut-être, et ce que je vais vous dire également, le travail, c'est un entrepreneur qui a exécuté. Voilà, donc c'est lui qui a chojouné. Et je crois que tous ces trucs, nous sommes en train de vouloir corriger parce que, voilà, il y a la documentation des habitats qui ont commencé avec tout ce qu'il y a là. Et je crois que nous aurons l'occasion, en tout cas, de ramener tout ce qu'il y a comme correctif. D'accord. Voilà. Moi, j'ai une question. Oui. Bon, comme la porte là est en paille, comment est-ce que vous faites pour que l'eau n'entre pas pendant la saison pluvieuse? Avec les fortes pluies là, je me dis que la porte n'est pas assez résistante pour... Ce qu'il faut noter, une maison ne se construit pas au hasard. La construction d'une maison de façon traditionnelle tient compte d'un certain nombre d'aspects. Donc on sait quelles sont les directions des pluies. Voilà, donc ils vont toujours construire la maison de telle sorte que la porte ne soit pas dirigée en face des directions des pluies. Voilà. Donc l'eau ne va pas rentrer. Donc ces questions-là sont résolues. Voilà. Donc pour construire une maison, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut tenir compte. En tenant compte même, est-ce que là vous allez aller vivre, est-ce que vous allez aller construire, est-ce que vous allez avoir la paix là-bas? La direction du vent, la direction en tout cas du soleil et la direction des pluies, on tient compte de tous ces paramètres-là pour orienter la porte d'une maison. Donc voilà un peu. Voilà. Donc nous allons continuer pour la découverte des maisons. Voilà, ici, nous avons l'habitat Rameau-Lobi. Et en ce qui concerne l'habitat Rameau-Lobi, vous remarquez, ça a à peu près le même aspect que l'habitat Marca. Donc, ce qui vous dit, ce sont les mêmes détails parce que c'est une maison en terrasse. Et je l'avais déjà dit au début, toutes les maisons en terrasse, c'est les mêmes explications, c'est les mêmes détails. Mais maintenant, particulièrement pour le Rameau-Lobi, la maison est faite pour toute la famille. Vous êtes 10 personnes, c'est une seule maison. Vous êtes 100 personnes, c'est une seule maison. Vous êtes 60 personnes, c'est une seule maison. Seulement, c'est le nombre de chambres qui va varier en fonction de la taille de la famille. Voilà. Et pour cette communauté également spécifiquement, vous remarquez, la maison, il y a des bandes. Oui. Voilà. Et ils ne construisent pas avec des briques. C'est la terre brute qu'on utilise pour construire. Voilà. Et également, une des particularités de cette communauté est que la maison, tout ce qui appartient comme bien pour la famille est intégré dans la maison. On a vu le grenier ailleurs qui est détaché, le grenier à l'intérieur de la maison. On a vu la meule est intégrée dans la maison. Si la famille élève des animaux, que ce soit les moutons, les chèvres, les bœufs, le parc de chaque espèce est prévu à l'intérieur de la maison. Et ces animaux vont devoir passer par la même porte principale que les hommes et se retrouver dans la partie qui est réservée pour eux. S'ils élèvent de la volaille, le poulet est intégré dans la maison. Vous comprenez? Oui. Voilà. Et vous avez ces trous particulièrement, ça est au même niveau que la chambre du chef de famille. Voilà. Ça est au même niveau que la chambre du chef de famille. S'il y a un bruit bizarre qui sort hors la nuit, le chef de famille peut regarder à travers ces trous. Et si c'est un danger qu'il faut anéantir, il va prendre d'ores et déjà ses outils de défense. Commencer à assurer la défense. Et à l'intérieur de la maison, il y a une issue également qu'on crée, et on peut créer des escaliers pour pouvoir passer à partir de l'intérieur de la maison, se retrouver sur le toit. Donc, en cas de ce genre de situation, il peut monter sur la terrasse pour étendre son champ de vision, voilà, pour assurer la lutte. Ce qu'il faut noter également, il faut dire, toutes les maisons en terrasse, on exploite la terrasse. Voilà, donc, et on va utiliser l'échelle pour monter, se retrouver sur la terrasse. Par exemple, si la femme a de la farine à faire sécher, elle va faire monter ça sur la terrasse, voilà, en exploitant l'échelle, étaler le temps que sa sucette vient. Elle ne va pas étaler au sol nu pour se faire déranger par des animaux. Voilà. Donc en fait, l'histoire d'escalier même n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et ce qu'il faut noter également, toutes les maisons en terrasse, on peut faire étage. C'est-à-dire, au cours de la visite, vous allez remarquer ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire, toutes les maisons en terrasse, on peut faire étage. Mais particulièrement pour le Rameau-Lobi,
tant que ton père est toujours en vie, tu ne peux pas faire étage. Non, eux aussi, il y a étage, mais il faut que ton père ne soit pas en vie. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que chez eux, si l'enfant fait ça, c'est comme si il se compare au papa. Il s'égalise au papa, en quelque sorte. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut rentrer ici voir? Pour que, puisqu'il y a un peu de lumière, là, vous pouvez voir comment le toit en terrasse est fait. Voilà. Donc, vous voyez, et puis, dans toutes les maisons en terre, vous voyez bien, c'est le bois qu'on voit à partir de l'intérieur de la maison. Voilà. Et la terre est au-dessus, donc vous ne voyez pas cette terre-là. Voilà. Donc, et quand il pleut, c'est cette terre qui empêche l'eau de rentrer. Et particulièrement pour cette communauté, vous avez les tabourets masculins. 3 pieds. Voilà. Et c'est cette communauté uniquement seulement que vous allez trouver les tabourets à 3 pieds. Et ce qu'il faut noter, c'est un outil de défense également. C'est-à-dire là où le propriétaire se déplace, il emporte le tabouret avec lui. Voilà. Et c'est un outil de défense. S'il y a une chaufferie qui éclate, il faut dire chacun peut prendre son tabouret pour assommer son adversaire avec. Donc voilà un peu. Et vous avez également le lit qui est préconstruit. Si la forme de la maison sied seulement, le lit est préconstruit. Donc vous voyez ici, voilà, donc il suffit de prendre la natte étalée là-dessus et le pari est gagné. Et j'ai parlé également des outils de défense. Donc vous avez des exemples d'outils de défense. Donc vous avez l'arc, vous avez la carquois qui contient les flèches, etc., etc. Et ici vous avez un panier qui peut être utilisé comme un outil de conservation. Également, ça peut être utilisé comme pour les récoltes. Ça allait transporter les récoltes. Donc voilà un peu de façon globale. Voilà. Ici, j'ai remarqué Oui. que leur entrée est en forme triangulaire. Ah, oui. Pourquoi la cette porte spécialité? a la forme triangulaire. Oui. Mais en réalité, c'est la forme de l'homme. Parce que si l'homme s'arrête les pieds joints, vous allez voir qu'il a la même forme et la même forme, en quelque sorte. Voilà. Donc c'est la forme de l'homme en quelque sorte. Voilà. C'est bon? Oui. Voilà. Mais maintenant, la porte n'est pas obligée d'avoir cette forme-là. On peut avoir la forme rectangulaire également. Voilà. Donc ça n'a pas trop de sens. Et nous avons le résumé de tous les villages à partir de ces cartes-là. Voilà. Vous allez voir le reste là, ça sera à peu près les mêmes choses. Et ce sont des petits détails peut-être qu'on va revenir sur chaque communauté. Et nous parlons du village dont vous avez des symboles que vous n'allez pas manquer. Par exemple, ça, c'est le mortier qui est utilisé pour piler. Donc on va dire que c'est la petite sœur de la meule. Oui. Voilà. Puisque la meule c'est utilisé pour écraser les céréales, obtenir la farine. Ici également, le mortier est utilisé pour piler, avoir la farine ou soit arranger les céréales. Donc c'est le même rôle. Et ça est toujours d'actualité. Voilà. Donc nous allons continuer pour la découverte des habitats. Ah, bonne visite. Voilà. Bonsoir, bonne visite. Voilà, donc ici nous sommes au niveau de l'habitat Bissa. Et c'est une case qui ressemble à l'habitat Mossi. Oui. Voilà, mais la petite différence que nous remarquons, vous remarquez ici, l'enduit est lisse. C'est lisse. Mais chez le Mossi, c'était rugueux. C'est ça qui est la différence. Sinon, les détails sont à peu près les mêmes choses. Le toit est confectionné en marbre, on soulève, on dépose. Mais maintenant, l'une des différences également entre l'habitat Mossi et l'habitat Bissa, c'est le grenier. Donc, vous voyez ici, le grenier est construit en terre et le toit est en paille. Mais chez le Mossi, tout le grenier était en paille. Tout le grenier était en paille. Voilà. Donc, voilà un peu quelques petites différences. Sinon, c'est à peu près la même architecture. Donc, ici, nous avons une meule également. Mais cette meule est un peu mieux par rapport à ce qu'on a vu de l'autre côté. Oui. Vous voyez encore ça, c'est un peu... Voilà. Yeah. Oh. Ça c'est un peu lisse. Voilà. Et ça donc voilà comment on exploite la meule. Voilà, donc il suffit d'avoir les graines, tu mets et puis tu... Voilà. Donc on va dire la meule c'est le mixeur également. Parce que les condiments sont écrasés sur la meule. Voilà, donc ça joue le rôle de mixeur aussi. Voilà. Donc nous allons continuer également pour la découverte des habitats. Et j'ai parlé du poulailler également, qui est intégré dans les maisons de certaines communautés. Mais là, le poulailler est détaché pour les autres communautés. Et c'est pour tout le monde. Voilà. Ensuite,
L'habitat suivant, c'est l'habitat bobo. Et j'avais parlé d'étage. Donc ici, nous avons étage. Oui. Voilà, donc ce que veut dire, ce n'est pas le blanc qui nous a amené l'idée de l'étage. Nos grands-parents avaient déjà cette conception. Voilà, nos grands-parents avaient déjà cette conception. Et c'est une maison en terrasse. Donc, ce que veut dire, si vous avez l'intention de faire étage, il faut miser sur la qualité du bois utilisé. Parce que comme ça va supporter un toit, ça dit un poids, il faut du bois qui sied bien. Du bois qui peut supporter, en tout cas, ce poids-là. Voilà. Et j'ai parlé également de l'échelle. Et voilà l'échelle. L'échelle en bois. Voilà. Et c'est ça qu'on va exploiter, monter sur la terrasse. Et vous avez toujours le V, qu'on remarque toujours sur l'échelle. Ça permet de bien fixer l'échelle au mur. Au cas où vous montez, ça ne va pas glisser, tomber. Et il y a un élément également qu'il faut voir chez les bobos. Vous avez les fétiches familiaux. Les fétiches familiaux protègent la famille contre les ennemis. S'il y a des sorciers qui viennent, ils ont l'intention de nuire à un membre de la famille, ça ne passera pas. Et s'ils persistent dans leur manœuvre, il faut dire des abeilles peuvent quitter de nulle part, venir les attaquer. Donc c'est la puissance de ces fétiches-là qui vont faire, les abeilles vont sortir, venir les attaquer. J'ai parlé également tantôt d'escaliers qu'on peut prévoir dans la maison. Donc nous allons observer. Donc ici, des escaliers ont été créés pour avoir accès au toit sans passer par l'échelle en bois extérieur. Donc voilà un peu. Voilà. Donc toutes les maisons en terrasse, en principe, si on a l'intention de passer à partir de l'intérieur de la maison, donc on va créer des escaliers et on va laisser une ouverture. Et généralement, on a une structure qu'on va faire pour couvrir ça en cas de pluie. Donc l'eau ne rentre pas. Donc voilà un peu. Voilà, l'eau ne doit pas rentrer. Voilà. Et souvent également, s'ils ont l'intention de faire l'étage, donc c'est la partie en étage, ça serait ici sur cette même partie. Donc voilà un peu. Et vous avez des nattes. Ça, c'est une natte. Puisque je vous ai dit, à l'intérieur de la maison, vous pouvez trouver des nattes. Ça, c'est une natte qui est faite à partir des tubes de récolte, comme le sorgho. Et ça, c'est une chaise pour, bon, on va dire une chaise pour les hommes. Hein. Et vous avez le lit également qui est préconstruit. Donc, il suffit de prendre la natte étalée là-dessus et le pari est gagné. Et vous avez les tabourets. J'ai montré des tabourets masculins dans l'habitat Rameau Lobby. Ici, c'est un tabouret féminin, 4 pieds. Oui. Voilà. Et généralement, pour les femmes, voilà, les tabourets 4 pieds, là, on peut trouver partout. Et spécialement chez les bobos, nous avons ces types de tabourets également, c'est-à-dire avec un pied unique. Voilà. Donc, on peut trouver chez les bobos. Donc, ça, c'est un tabouret féminin aussi. Voilà. Et chez les bobos également, chaque communauté a ses spécialités. Ça, vous avez les chenilles. Bon, les chenilles, chitoumou. Bon, je pense qu'en djoula. Voilà. Et ici, voilà. Donc, c'est le chitoumou. Oui. Voilà, mais c'est vraiment vieux. Voilà. Et ici, vous avez une jarre, voilà, pour mettre de l'eau à boire en quelque sorte. Voilà. Et en ce qui concerne les jarres, je pense que ça se trouve un peu partout. Voilà, ça se trouve un peu partout, donc on met de l'eau dedans. Si l'eau prend du temps, ça se rafraîchit. Seulement, on ne peut pas avoir de la glace seulement, sinon on peut avoir de l'eau fraîche à boire. Oui. Voilà. Donc nous allons continuer. Et puis ça là, c'est la lampe. Ah oui, c'est une lampe également, c'est la lampe traditionnelle. Voilà, utilisée, et ça a le même fonctionnement que ce que j'ai montré de l'autre côté. Mais l'autre qu'on a vu dans la maison Sénéfo, le support était fixé au sol, mais ici, le support peut être fixé au mur. Voilà, et ça a le même fonctionnement. Voilà, donc nous allons continuer pour la découverte des habitats. J'ai une question. Oui. Ici, pourquoi ils ont décidé de fixer les fétiches juste à l'entrée de la cour? Genre, quand tu ouvres la porte, là, tu fais face aux fétiches. Bon, c'est la nature même de ça qui est comme de ces fétiches-là qui sont comme ça. Ce n'est pas fait pour être caché. Voilà. Et souvent même, on peut même faire le poteau à côté du mur là. Et les mêmes sont là-dessus. Sinon, la nature même de ces fétiches-là, ce n'est pas fait pour cacher. Et c'est ça même qui donne sa puissance. Voilà. Sinon, les autres communautés, ils en ont. Ils en ont aussi, mais ce n'est pas à la portée des gens. Voilà. Voilà. Et là, nous avons l'habitat Groumathié. Et en ce qui concerne l'habitat Groumathié, il faut dire, c'est exactement comme pour les Mossi. Voilà, donc vous voyez le grenier, on avait vu le grenier Mossi, tout est en paille, oui. C'est comme ça. Et vous avez également l'habitat Groumathié,
c'est une case ronde comme pour les Mossi. Et j'avais dit chez les Mossi, l'enduit est rugueux, ce n'est pas lisse. Donc vous remarquez, c'est la même chose. Voilà. Et le toit, sans paille. Voilà. Donc c'est les mêmes détails. Voilà. Donc nous allons continuer pour la découverte. Voilà, ici nous avons l'habitat Samo. Et si vous vous rappelez, j'avais dit les Samo et les Marca sont de la même communauté. Oui. Donc en principe, on pourrait ne même pas faire un habitat pour les Samo. Voilà, et ici c'est la forme pistolet. Et c'est un toit en terrasse, donc c'est les mêmes détails. Mais nous avons également ça c'est un banc. Voilà, un banc traditionnel. Voilà, donc on peut s'asseoir là-dessus si nous sommes au dehors. Voilà. Donc dans la maison Marca également que nous avons confectionné dans le salon, vous avez ça qui a été prévu là-bas dans le salon. Mais comme nous ne sommes pas rentrés à l'intérieur, voilà, donc on n'a pas vu. Voilà. Mais maintenant, l'une des particularités également que nous remarquons chez les Samo, c'est le grenier. Voilà. Jusque là, tous les greniers que nous avons vus, c'est circulaire. Mais vous remarquez chez les Samo, le grenier c'est 4 côtés. On peut parler de rectangle, on peut parler de carré. Voilà. Donc, que ce soit chez les Marca, que ce soit chez les Samo, le grenier est fait comme ça. Voilà. Et le toit est en paille, était en paille, mais ça c'est parti en ruine. Et le toit peut être en terrasse. Il peut faire la terrasse. Et si le niveau des céréales baisse, il faut dire, on peut les enlever là. Donc, ça dit, on peut ouvrir cette partie entre les bois et puis on va enlever les céréales là-bas. Donc, voilà un peu. Voilà. Donc, voilà un peu ces greniers. Voilà. Nous allons continuer. Ensuite, au village, il faut dire il n'y a pas de robinet. Et là où on enlevait, là où on cherchait l'eau, c'était dans le puits ou c'était dans des points d'eau naturels qui ont été créés. Voilà, donc ici nous avons le puits. Voilà, donc c'est dans le puits qu'on enlève l'eau. Et vous avez la puisette. Bon, bien vrai qu'avant la puisette, c'était la calebasse, c'était des calebasses qu'on tenait. Voilà, ça c'est venu d'eau. Donc on va descendre la puisette à l'intérieur, l'eau rentre dedans, on tire, on fait sortir et on renverse et on replonge encore. Et ça c'est la poulie. Mais en réalité, ça c'est venu nouvellement. Hein. C'est-à-dire les puits qui sont profonds, c'est-à-dire on va utiliser les services de la poulie et on attache la corde ici, on fait passer là et on tire, ça facilite le tirage de l'eau. Donc voilà un peu de façon globale. Et le puits, c'est pour toutes les communautés, sans distinction. Ensuite, nous avons l'habitat Peul. Et chez les Peuls, la maison est particulière. Regardez bien. Toute la maison est en paille parce que les Peuls, ce sont des éleveurs dont ils sont des nomades. Quand ils sont à quelque part, ils ne maîtrisent pas forcément le temps qu'ils vont faire là-bas. Donc, ils adaptent la manière de faire leur maison à leur comportement. Il suffit qu'ils sentent que les animaux ne se sentent pas à l'aise dans une zone. Le Peul ne va pas réfléchir 2 fois, il va partir. Et souvent également, s'il y a le décès d'un membre de la famille, le Peul peut décider de partir. Il va dire que ce n'est pas un lieu de vie pour lui. Il va partir. Et souvent même, le corps est abandonné dans la maison. Voilà. Et il va partir. Voilà. Donc, c'est les autochtones qui vont se rendre compte et procéder à l'enterrement du corps. Mais avant de partir, il va préparer même l'enterrement du corps. Peut-être qu'il va attacher un animal d'élevage. S'il a beaucoup de bœufs, il va attacher un bœuf à côté. S'il n'a pas beaucoup de bœufs, il a les moutons, il a les chèvres, il peut décider d'attacher un mouton ou une chèvre à côté. Et puis, il va partir. Quand les autochtones vont se rendre compte, ils vont venir procéder à l'enterrement du corps. Et puis, l'animal, comme il ne va plus revenir, l'animal, c'est leur récompense. Voilà un peu. Ensuite, nous avons l'habitat Gouronssi. Et l'habitat Gouronssi, c'est le dernier habitat ou la dernière maison à découvrir. Voilà. Et particulièrement, cet habitat est décoré. Vous remarquez, l'habitat Gouronssi est décoré. Voilà. Et en ce qui concerne la décoration, c'est un travail qui est assuré par les femmes. C'est les femmes qui font la décoration, que ce soit l'intérieur de la maison comme l'extérieur de la maison, c'est les femmes qui s'en occupent. Et nous remarquons 3 principales couleurs. Nous avons la couleur blanche. La couleur blanche est préparée à partir du kaolin. Et le kaolin, c'est une sorte de roche qu'on prélève dans des lieux spécifiques qu'ils connaissent.
Ensuite, nous avons la couleur rouge. Et les cailloux, la couleur rouge, c'est les cailloux sauvages, la latérite là qu'on va écraser pour préparer cette couleur. Et vous avez la couleur noire, c'est la boue des vaches. C'est le caca des bœufs qu'on va utiliser pour préparer cette couleur. Voilà. Et souvent, on peut utiliser le charbon comme une pierre noire également, qui existe également, qu'ils peuvent utiliser pour préparer cette couleur-là. Donc voilà un peu de façon globale le contenu, en tout cas de l'expression des habitats du Faso. Et nous avons le grenier Gourounsi, qui est construit en terre comme chez les Sénéfaux, et le toit est en paille ordinaire, et le grenier n'a pas échappé même à la décoration, donc vous voyez chez eux, voilà, donc la décoration c'est très important. Et ce qu'il faut noter, cette manière de faire, cette manière de décorer les maisons ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je crois que ça doit être le 26 juillet 2024. J'ai une question. Oui. Bon, sur la décoration là, je vois qu'il y a des formes triangulaires ou bien en forme de colis. Oui. Est-ce que cela a un sens? Ou bien un message que ces femmes ont décidé de vouloir faire passer? Oui, je crois que toutes les symboles là ont une signification dans leur vie. Donc généralement, ce sont des interdits. Les signes des interdits qu'on peut trouver des animaux totems, c'est-à-dire les dessins des animaux totems. Les signes également, les coris, je crois que ça parle de la richesse. Et vous avez également les symboles de leur totem également qu'ils peuvent essayer de marquer sur, voilà, dans la décoration. Donc voilà un peu, ça a forcément une signification. Certaines décorations même sur les pailles. Oui, oui, sur les pailles. C'est dans leur culture, donc généralement ce sont les interdits, les signes quoi, etc., etc. Voilà, donc voilà un peu. Voilà. Donc l'intérêt de la maison même, ça a été décoré. Hein. Voilà, donc ce qui veut dire que ce soit dedans, que ce soit extérieur, l'extérieur, c'est décoré. Voilà. Et c'est les femmes qui assurent cette tâche. Voilà, c'est ça. Donc je crois que c'est la cour de Tébélé qui a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein. Voilà. Donc là, c'est type Kasseni. Donc voilà. Et nous allons, oui, la dernière partie c'est le cabaret. Ok, donc ici nous sommes au niveau du cabaret. Et le cabaret c'est le maquis, c'est là où la boisson locale de dolé est consommée. Et le dolé est préparé avec le sorgho pendant 3 jours. Une fois que c'est prêt, on amène dans les différentes jarres. Et on met donc ce qu'on met dans la plus petite jarre, c'est ça qu'on appelle le goûter ou le linga. Et cette quantité n'est pas à vendre. Donc quand les clients arrivent, ils s'installent, la dolotière va enlever une petite quantité dans cette petite jarre, donner, ils vont goûter. Et en fonction de leur appréciation, c'est bon, c'est pas bon, ils sauront quelle est la quantité à commander. Une fois qu'ils commandent, c'est-à-dire elle va enlever dans une des grosses jarres et mesurer leurs données, ils vont boire. Et maintenant, en consommant, tout sorte de débat est lancé. Donc on va dire le cabaret, c'est la radio, c'est la télévision, c'est la presse, c'est les réseaux sociaux. C'est là où les gens s'informent de ce qui se passe dans le village. Donc on va dire la dolotière, elle est la mieux informée. Donc elle détient les secrets du village, mais elle ne partage pas avec les gens. Parce que généralement, quand les gens viennent entre amis, donc ce que les gens ne doivent pas entendre, ils vont parler de tout ça. Quand le mercure va commencer à monter. Donc voilà un peu de façon globale donc, le contenu, en tout cas de l'exposition sur les habitats du Faso. Voilà, donc s'il y a des questions à poser, bon. J'ai une question. Oui. Bon, au regard des habitats et même des objets, je vois qu'il y a une certaine ancienneté. Comment est-ce que vous faites pour l'entretien? Bon, il y a une direction spéciale pour ça, la direction de la recherche des collections. Eux, leur rôle, c'est la conservation des témoins. De tout ce qu'il y a au musée, c'est eux qui s'occupent de la conservation. Et il y a des techniques pour ça. Voilà. Donc nous allons continuer la suite des expositions et il nous reste l'exposition sur les masques à découvrir. Et ça va nous faire un peu de marche. Alors donc ici nous sommes dans la salle des masques. Pour le thème qu'il avait déjà annoncé, masque au-delà du visible. Et ici c'est une exposition permanente. Et dans la logique, le musée fait des expositions temporaires et des expositions permanentes.
Et en ce qui concerne les expressions temporelles, ça c'est inscrit dans un temps donné. Et les expressions permanentes, ça peut faire plusieurs années. Et les expressions temporelles, ça c'est inscrit dans un temps donné. Donc voilà un peu. Et ici, c'est une expression permanente. Donc l'expression sur les masques peut dépasser 6 ans, voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc le contenu ne va pas changer comme ça. Et maintenant, pour appartenir à une société des masques, il faut forcément passer par l'initiation, qui est toute une école où on apprend beaucoup de choses. La danse des masques, le langage des masques, le bienfait des masques et tous les secrets qui entourent le masque. Donc nous allons rentrer pour la découverte. Et ici, nous avons le masque propre. C'est un masque de protection, c'est un masque de fécondité, c'est un masque de médiation. Et ça met en relation les différentes religions. Donc vous avez la religion chrétienne matérialisée par la croix, la religion musulmane matérialisée par la moitié lune, et cette partie qui matérialise la religion traditionnelle, qui est l'animisme, la religion de nos parents. Et c'est moi ce qu'on nous dit, la religion ne doit pas être un frein pour la collaboration entre les hommes. La religion doit pouvoir nous unir et non pas nous créer de la distance. Et ici nous avons la typologie des masques. Les types de masques au Burkina Faso. Donc nous avons 4 types. Les masques à fil. Et les masques à fil, ce sont les masques dont le costume est fait à partir de la fibre végétale. Donc ce sont des exports de certaines plantes qu'on a utilisées pour créer, pour faire cette fibre-là qui a servi à confectionner les toges, les habillements de ces masques-là. Ensuite, nous avons les masques en paille. Les masques en paille, on les rencontre à l'est chez les bourmartiers. Et certains sont des masques à grès, d'autres sont des masques initiatiques. Et en ce qui concerne ces types de masques, ils sont faits à partir des types de récolte ou de la paille. Voilà. Et ces masques travaillent à ce qu'il y ait la bonne pluviométrie. Parce que s'il y a la bonne pluviométrie, les gens vont bien cultiver et les gens auront beaucoup de récoltes. Et s'il y a les récoltes, il y aura la matière première qui va servir à confectionner les toges de ces masques-là. Et les gens auront l'énergie nécessaire pour animer la vie des masques. Ensuite, nous avons les masques en feuilles qu'on trouve dans la boucle du monde chez les Boaba. Et ces types de masques, on ne peut pas les conserver. Donc, après la cérémonie, les feuilles seront détruites. Et pour une autre cérémonie, c'est des nouvelles feuilles qu'ils vont chercher pour confectionner le masque. Ensuite, et enfin, nous avons les masques en tissu. Et c'est le dernier type de masque qu'on retrouve au Burkina Faso. Et c'est dans la même zone, dans la boucle du monde, chez les Bobos. Voilà. Et les masques en tissu également, on peut les trouver chez les Sénifos. Et en ce moment, la fibre végétale peut être associée à certains points. Et là, nous avons les rituels. Et les rituels, ce sont les sacrifices qu'on fait afin d'autoriser la sortie des masques. Et le plus petit sacrifice à faire, c'est la volaille. Ça commence par le poulet et ça va par ordre d'importance à la chèvre, au mouton et au bœuf. Donc c'est en fonction de l'importance de la chose, l'animal qu'on doit sacrifier. Par exemple, pour un bœuf, il faut une situation vraiment très importante. Ensuite, nous parlons de la danse. Et qui parle de danse parle forcément d'instruments de musique. Et le type d'instruments de musique utilisé, nous avons le balafon, nous avons la flûte, les flûtes, nous avons les tambours. Voilà. Et ici, nous avons une simulation de jouets de flûte. Une simulation de jouets de flûte. Et là, nous avons un lot de cette flûte. Un lot de flûtes qui se jouent ensemble. Voilà. Donc ça peut se jouer seul. Et plus ce qui est sûr, et ce lot-là, ça se joue forcément ensemble. Ce qui est attaché là, ça se joue forcément ensemble. Et là, nous avons la clochette. La clochette, c'est un instrument de musique en fer qui est utilisé pendant la danse des masques également. Là, nous avons le tambour à aisselle qui se joue à l'aide d'une baguette et l'aisselle appuie sur les différentes ficelles qui permettent de moduler le son. Et ici, nous avons le tam-tam. Et en ce qui concerne le tam-tam ou le bendré en moré, cet instrument de musique n'est pas utilisé partout. Il est utilisé chez les Mossi, chez les Bobos, chez les Sénifos et chez les Gourmatiers. Vous n'allez pas voir le tam-tam utilisé chez les Gourossi ni chez les San. Et là, nous avons le tambour moyen. Vous avez le grand tambour ou le tambour central. Voilà. Et celui qui joue l'instrument de musique, le tambour central, c'est lui qui donne
la variation de son. C'est-à-dire, si on doit engager un nouveau masque, forcément il faut changer de son. Et c'est lui qui donne le top départ et les autres joueurs d'instruments de musique suivent. Ensuite, ici, nous avons le balafon. En ce qui concerne le balafon, c'est un instrument de musique qui n'est pas également vulgarisé. Il est utilisé par deux communautés de masques, à savoir les Sénifos et les Borbons. C'est les deux communautés qui utilisent le balafon pendant la danse des masques. Les autres communautés ne l'utilisent pas. Et là, nous avons une simulation des joueurs de tam-tam. On a déjà vu le tam-tam là-bas avec les détails. Voilà, donc c'est une simulation. Et ici, nous avons la symbolique des masques. En réalité, la nature d'un masque impose le rôle que ce masque doit jouer. Par exemple, ici, vous avez le masque antilope. Et le masque antilope, c'est un masque qui est utilisé pendant les funérailles chez les Mossi. Mais il faut voir la zone de Pilimpibou ou Urugu-Maniga. Voilà. Parce que vous pouvez être de la même ethnie, de la même communauté et ne pas utiliser forcément le même type de masque. Et les funérailles sont des cérémonies organisées pour que l'âme du défunt aille se reposer éternellement à l'au-delà. Et pour certaines communautés, tant que les funérailles ne sont pas encore faites, c'est comme si l'âme du défunt continuait à se promener parmi les vivants. Il faut les funérailles pour son repos éternel. Et là, vous avez le masque de Rwanda. Et en ce qui concerne ce masque également, c'est un masque funéraire chez les Mossi. Mais précisément la zone de Boussa est environnante. Et ce masque a 4 yeux. Donc ce qui veut dire qu'il a un deuxième sens qui lui permet de voir au-delà du naturel. Donc il maîtrise tout autour de lui. Donc au cas où il détecte un fautif qui est venu dans l'intention de nuire à la quiétude des innocents, il peut infliger une correction à l'égard de ces derniers-là. Donc c'est ces yeux-là qui permettent de voir cela. Et là nous avons le masque mère. Et le masque mère, il est utilisé pendant l'initiation. Et l'initiation, j'en ai déjà dit au début, c'est une période où on apprend aux jeunes initiés tout le savoir dans le domaine des masques. Et l'initié, il a un savoir dont il agit en fonction de ce qui est autorisé. Il ne va pas tuer un animal parce qu'il faut tuer. Il va tuer un animal parce que lui-même il veut manger l'animal ou l'animal est une menace pour sa vie. Il va couper un arbre parce qu'il a besoin de servir de cet arbre. Ouais. Il a un devoir de protection de la nature. Ensuite ici, nous avons le masque caméléon. Et le caméléon, c'est un animal, lorsqu'il est dans un milieu, il se conforme à ce milieu, il prend la couleur de ce milieu. C'est ça qu'on appelle l'adaptation, la résilience. Donc ce qui me dit, le caméléon, c'est un bon enseignant, c'est un bon éducateur, il nous apprend de bonnes habitudes. Voilà, raison pour laquelle il change de couleur. Donc nous également en tant qu'hommes, nous devons être comme le caméléon, nous devons être résilients, nous devrons nous adapter à toutes les situations. Et ici nous avons le VR. Et le VR, en réalité, c'est ceux qui s'occupent de toutes les politiques autour du masque. C'est eux qui assurent l'initiation, puisque c'est eux qui enseignent le savoir, c'est eux qui également qui protègent les innocents lors de la danse des masques. Et ici, voilà, ici nous avons l'arène des danses des masques. Et l'arène des danses des masques, en réalité, c'est une simulation des danses qui a été créée. Voilà. Donc vous avez l'orchestre, et l'orchestre, c'est les instruments de musique qui doivent être joués. Et ici, nous avons la flûte, nous avons le tambour à aisselle, nous avons le grand tambour. Et nous avons au milieu, et ici nous avons au milieu un masque qui danse, c'est le masque qui aime, puisque c'est lui, c'est le masque qu'on chante à l'instant T. Voilà. Ensuite, nous avons les autres masques qui sont arrêtés en attendant leur tour. Donc vous avez le masque éléphant, le masque singe, le masque buffle et le masque phacochère. Voilà. Donc voilà un peu de façon globale le contenu de cette exposition sur les masques. Donc s'il y a des questions à poser. Ces masques-là, phacochère, éléphant, c'est dans quel groupe on peut les... Bon, ici, nous n'avons pas travaillé à différencier les ethnies parce que le thème demande, c'est-à-dire d'exposer, c'est-à-dire les masques de chaque groupe ethnique. Mais maintenant, spécifiquement, il faut dire, les masques qui ont 2 bâtons, vous allez remarquer, ils sont généralement aussi au sang. Et les autres peuvent avoir un bâton chez les autres communautés. Voilà. Donc, mais il y a les masques sang, il y a les masques Bourossi, il y a les masques Mossi, il y a les masques Bourmaché, il y a les masques de plusieurs communautés que nous avons ici. Voilà, donc voilà un peu. Est-ce que le fait d'avoir donné les noms des différents animaux à ces masques-là a un sens? Bien sûr, puisqu'il faut dire les animaux
dans la société ont un rôle à jouer. Et ils ont c'est-à-dire ils ont une signification. Et maintenant, le fait qu'on donne, comment dire, on a tel ou tel animal, ça joue un tel ou tel rôle. Parce que ces masques ont été créés en fonction de ces besoins-là. Donc, on a deux types de... Les masques ont plusieurs origines. Vous avez des masques qui sont venus par voie divine. C'est Dieu qui a donné ces masques-là. On va dire, et il y a toute une mythologie qui est racontée autour. Et il y a plusieurs masques également qui sont créés par l'homme en fonction de ses besoins. Donc, vous allez voir, certains masques sont à l'effigie des animaux sauvages, des animaux domestiques, même à l'effigie de l'homme. Ça existe. Voilà. Bon, lors des événements, par exemple les Madagascar comme ça, on voit souvent des masques qui sortent. Mais ces mêmes masques-là frappent souvent les gens. Pourquoi est-ce qu'ils frappent les gens? Bon, un masque ne frappe pas quelqu'un parce qu'il faut frapper. Puisque d'abord même, les masques sont venus pour aider l'homme. Donc un masque n'est pas fait pour faire du mal à un homme. Mais maintenant, lorsque vous vous retrouvez dans un espace où vous ne devrez pas vous trouver là-bas, naturellement le masque va vous frapper. Par exemple, vous voyez ces cadres ici, l'arène de danse. Vous n'avez pas été initié et vous vous mettez avec les initiés au même lieu, le masque va certainement vous frapper. Également, lorsque vous vous retrouvez sur le passage du masque, puisque les masques, quand ils sortent, ils ont un circuit. Et ils ont des itinéraires qu'ils prennent. Et si vous vous retrouvez dans l'itinéraire et vous ne voulez pas céder le passage, le masque va naturellement vous frapper. Et puis si vous venez également, vous voulez venir regarder, ça c'est qui est dans ce masque-là. Le masque va certainement vous frapper. Donc c'est tout à fait normal. Mais maintenant, il y a des situations également qui arrivent qui ne devraient pas l'être. Parce que vous pouvez trouver, il y a certains jeunes qui vont se retrouver dans le masque. Voilà. Mais il a des antécédents, là, il va profiter, aller régler ses comptes. Ça, c'est pas normal. Si les responsables des masques sont au courant de ça, il y aura une sanction. Il sera sanctionné. Ça, c'est forcé. Mais vous et moi, vous n'avez pas été initiés, vous n'allez pas savoir qu'il a été sanctionné. Également, vous pouvez trouver à certains jeunes, ils ont été sur la même go avec quelqu'un et certains jeunes, et lui, en question, il a été détrôné. Voilà. Il peut avoir des rancunes et lorsqu'il se retrouve dans le masque, il va forcément chercher là où il peut trouver ce jeune-là et il va chercher à le frapper. C'est pas normal. Et si ça arrive comme ça, on va le sanctionner. Voilà un peu. Sinon, en principe, un masque n'est pas fait pour sanctionner, pour faire du mal. Dans cette exposition, on voit un enfant en façon d'enfant. Est-ce que les enfants peuvent être initiés? Force. L'initiation commence d'abord même en bas âge, ce qui est recommandé. Donc ça dit si le jeune peut distinguer le bien du mal, il est soumis à l'initiation. Et au fil du temps, ça dit il l'apprend en même temps. Et ce qu'il faut noter également, si un vieux a dépassé, vous êtes âgé, vous avez dépassé là l'initiation, et un enfant s'est initié avant vous, il est plus ancien que vous. Dans le domaine, si vous vous retrouvez dans le domaine des masses, vous devrez avoir des ordres de lui. Il peut même te sanctionner. Voilà, dans le domaine des masses, c'est comme ça. Donc, ça dit, l'initiation commence depuis le bas âge et au fil du temps également, on va en grande. Voilà, donc l'enfant peut bien et bien être dans la communauté des masques parce qu'il a été initié. Mais est-ce qu'une femme enceinte peut aller à un événement pour faire des masques? Pourquoi pas? Une femme enceinte peut aller, parce que les masques sont utilisés pour aider les hommes. Si une femme enceinte juge, peut-être elle a un problème où elle sait que les masques, elle peut se retrouver là-bas, il n'y a même pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut noter, une femme n'anime pas de masque. Parce que les femmes ne font pas l'initiation, donc une femme ne peut pas se retrouver dans un masque pour animer. C'est ça leur interdiction sur le monde. C'est bon? Voilà. Sinon les femmes font partie de la société des masques. Voilà. Au plus de nos jours, dans les clips, on voit des jeunes qui portent des habits de masque pour des prestations. Est-ce que cela revient à dire qu'on n'est pas forcément obligé d'être initié pour porter ces habits-là? Bon, en réalité, pour animer un masque, je vais dire comme ça, parce qu'on ne doit pas dire même porter. Parce que dire porter, c'est comme si j'ai pris mon habit porté, je demeure la même personne. Et quand on est dans le masque, on n'est plus la personne naturelle que vous connaissez. Nous devenons le masque. Donc de ce fait, il faut être forcément initié pour pouvoir animer le masque. Mais maintenant, je reviens sur la question des clips. Ceux qui ont, s'ils ont dans leur projet qu'il y ait un masque, s'ils le veulent,
il peut aller voir les sociétés des masques. Voilà. Donc, on voit maintenant celui qui est... il y a des masques simples, qui ne sont pas forcément des masques sacrés qui peuvent être utilisés pour les sociétés. Donc, il peut sortir. Également, les artistes font des masques. Il peut aller adapter un masque qui n'est pas forcément un masque sacré pour faire sortir son clip. Ça, c'est... Sinon, on ne va pas utiliser peut-être un masque réel qui est suivi pour tel ou tel événement pour aller faire un clip. Non, non, non. Par exemple, si je prends l'exemple des masques funéraires, vous n'allez pas voir un masque funéraire on va utiliser pour aller faire un clip et c'est le masque authentique qu'on a pris, c'est pas possible. Voilà. Il y a des masques simples où on peut créer. Dans tous les cas, si vous partez au village artisanal, vous allez voir des masques que les artistes créent. Ça, ce sont des objets d'art, en quelque sorte. Ce n'est pas forcément un masque sacré où on peut dire, bon, un pouvoir sacré qui est derrière. Voilà. Y a-t-il d'autres endroits à visiter? Bon, je crois que nous sommes ici à la dernière partie de ce qu'on a au musée. Voilà, voilà un peu. Voilà. Donc, mais ce qu'il faut noter de façon globale, les expositions changent à tout moment. Les expositions changent à tout moment. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément la même chose qu'on peut découvrir à tout moment au musée. Donc, ça change régulièrement. Donc, voilà un peu. Mais comment est-ce que les œuvres exposées ici au Musée national contribuent à l'éducation et à la sensibilisation du public? Vous avez suivi tout au long du discours que j'ai donné. Oui, tout au long de ce qu'on a donné. Bon, je vous repose la même question. Est-ce que vous avez appris quelque chose ou pas? Oui, ça instruit. Voilà. Et ça nous renvoie à la source également. Voilà. Donc, ça dit ce qu'il faut dire. On ne vient jamais au musée puis ressortir avec la tête vide. On apprend toujours quelque chose. Que ce soit dans ta propre culture ou dans la culture des autres, on apprend toujours quelque chose. Voilà. Et pour une société, par exemple, pour un particulier qui souhaite faire un don, vous aider pour le développement du musée, comment est-ce que la personne doit faire? Alors, c'est possible. Il suffit de prendre attache avec la direction de la communication. Ils vont vous donner la voie à suivre afin de pouvoir donner votre don. Donc, il y a une procédure. Donc, et c'est la communication qui engage tout le monde. Voilà. Merci à vous de nous avoir accueillis et de nous avoir fait les événements. C'était très intéressant et enrichissant. Alors, les remerciements reviennent à vous également d'avoir choisi, en tout cas, de venir faire le tour du musée et partager tous ces riches patrimoines avec tous les Burkinabés, voilà, qui vont en tout cas savoir qu'au musée c'est un lieu qu'il faut passer faire un tour visiter. Voilà. Et je crois que vous faites la communication du musée, ça mérite vraiment un grand remerciement. Loin d'être seulement un simple lieu d'exposition, le Musée national offre une expérience immersive et éducative qui rend accessible l'art et l'histoire à un large public. Et bien, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. C'était Muriel Dominique Pedraoui depuis le Musée national. Merci à vous de m'avoir suivi. Sur ce, abonnez-vous, likez et bonne suite du programme sur le Faso TV.